Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Niger, notre dossier du jour sera consacré au secteur de l'élevage. Comment en faire un moteur de développement? Nous en parlerons. Au sommaire également, la tension a atteint son paroxysme entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les autorités d'Addis Abeba brandissent la menace d'une guerre totale contre leurs voisins. Et puis, les acteurs politiques en ordre de bataille pour la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Chacun peaufine sa stratégie pour convaincre le maximum d'électeurs. Avec nous sur ce plateau, un invité, monsieur Abou Lalo. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous êtes géographe nigérien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités donc, durant toute cette semaine. L'essentiel ici, c'est pour seulement défendre les Nigériens. Voilà. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes Malik Hacher. Malik, bonsoir. Bonsoir Graziella, un plaisir de vous retrouver et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Très ravi de vous retrouver, Graziella, sur ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Tout de suite, c'est l'info du jour. Je vous le disais en titre, la tension s'est ravivée entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les deux États se sont mutuellement reprochés ce dimanche 12 juin une attaque à Tsorona, zone frontalière très disputée par les deux pays. On fait le point tout de suite sur la situation avec Zahra Mohamed Moutiou et on en parle juste après. Tsorona, Badmé, à 170 km au sud d'Asmara, reste encore et toujours la frontière de la discorde entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Dimanche 12 juin, le gouvernement érythréen accusait les forces éthiopiennes d'avoir perpétré une attaque sur le front de Tsorona. Allégation démentie par le gouvernement éthiopien qui affirme qu'il s'agissait d'une contre-offensive. Dans ce regain de tension, l'Éthiopie met en garde le gouvernement du président Isaias Afewerki contre toute action militaire. Pour nous, Éthiopiens, cette situation est la conséquence des provocations de l'Érythrée. Les derniers tirs de forces érythréennes ont été la goutte de trop. Nous ne pensons pas qu'ils s'attendaient à une telle réponse de notre part. Nous avons la capacité de mener une guerre totale contre l'Érythrée, mais nous ne voulons pas le faire. Mais si jamais le régime érythréen décide de retenter une autre opération ou quelque chose de stupide, c'est leur choix, mais cela aura de très lourdes conséquences. Malgré l'arrêt des hostilités en 2000, suite à l'accord d'Alger, le différend frontalier n'a jamais été résolu entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le tracé qui s'étend sur 1000 km est toujours sous la surveillance des troupes et des affrontements de faible intensité sont régulièrement observés. Mais pour l'opposition et les militants érythréens, la perspective d'une guerre est peu probable. Il n'y a pas vraiment de raison pour l'Éthiopie de commencer une guerre à l'heure actuelle. En revanche, pour l'Érythrée, s'il y a une guerre ou même la rumeur d'une guerre, cela pourrait être un moyen pour le gouvernement érythréen d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Il s'agit en fait de détourner l'attention. Une stratégie peut-être pour l'Érythrée, alors qu'un rapport d'une commission d'enquête de l'ONU, publié le 8 juin 2016, dénonce 25 ans de ce qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement érythréen. Mais il n'en demeure pas moins que les combats de dimanche pourraient être les plus violents depuis la fin des hostilités il y a 16 ans. Et avec les rumeurs d'un conflit imminent entre les deux voisins, les forces armées sont désormais sur le qui-vive. Alfred, pouvons-nous déjà revenir sur les origines de ce conflit pour les téléspectateurs qui peut-être ont du mal à comprendre la situation actuelle? Ce qu'il faut bien savoir, Graziella, c'est que l'Érythrée a pendant longtemps fait partie de l'Éthiopie. Et puis autour des années 70, il y a eu une sorte de révolte justement des Érythréens qui a débouché sur la séparation après une très très longue guerre entre les Érythréens et les Éthiopiens à l'indépendance de l'Érythrée. Et depuis toujours, il y a ces velléités de part et d'autre, et en particulier de l'Éthiopie, de faire rentrer cette grande province. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, la communauté internationale a reconnu l'État de l'Érythrée. Et puis, au niveau de l'Érythrée, il y a eu cette course en avant vers la militarisation à fond, toujours dans l'éventualité d'une attaque éthiopienne.
Et puis, il y a eu des affrontements plusieurs fois, justement, autour de la frontière. Finalement, en 2000, il y a les accords d'Alger qui ont permis de stabiliser la situation. Mais, de part et d'autre, il y a toujours cette forme de rancune, cette sorte de crispation qui fait que la tentation est toujours très forte, justement, de relancer. Mais l'Éthiopie, comme elle s'est lancée dans plusieurs autres opérations, notamment en Somalie, a dû à un certain moment justement stopper les actions vers l'Érythrée. Et je pense effectivement que cette tentative de relance du conflit, qui était assez dormant, est liée sans aucun doute à la publication de ce dernier rapport des Nations Unies qui condamne justement l'Érythrée. Elle note effectivement que c'est un régime qui est quand même qui viole les droits de l'homme depuis 25 ans. Monsieur Lalo, quelle lecture faites-vous justement de cette menace de guerre totale qui vient d'être lancée par l'Éthiopie? Oui, je rejoins exactement ce qui a été dit. Il faut rappeler que l'Érythrée et l'Éthiopie, ce sont deux colonies italiennes. Donc à l'époque, 1941, l'Italie mussolinienne avait donc mis le grappin sur l'Éthiopie et en même temps sur une province, on peut appeler ça province, qui s'appelle l'Érythrée. Voilà. Et de plus en plus, dans les années 60, effectivement, l'Érythrée a voulu coloniser pratiquement cette région, cette province-là. Et c'est là où, justement, les hostilités ont commencé. Les hostilités ont commencé qui amènera donc à l'indépendance de l'Érythrée, on le sait bien, en 1992, si je ne m'abuse. Et donc, à la tête, on a un régime stalinien, mais vraiment dictatorial, qui est le régime de Isaias Afewerki. Isaias Afewerki, effectivement, donc, c'est un stalinien, effectivement, et maintenant, de plus en plus, on voit ce qui se passe avec tous les migrants, les réfugiés, etc., parce que c'est un régime qui est très dur, à l'instar de la Corée du Nord. Donc, c'est pour dire, vraiment, c'est l'une des dernières dictatures au monde. En plus, il y a ce problème-là, effectivement, donc, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui est au niveau de la monnaie. Donc, avant, ils partageaient la même monnaie, c'était le birr. Et maintenant, l'Érythrée voulait fabriquer sa propre monnaie, donc, qui s'appelle le Nafka, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, ça, ce sont des signes de tension, justement, entre les deux pays. Et il faut voir aussi, et moi, en tant que géographe, effectivement, donc, je vois que les accords d'Alger, justement, en 2000, n'ont pas résolu tous les problèmes, donc au niveau surtout territorial. Et on sait bien que l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Avant, ils avaient donc le port d'Asmara, etc. Alors, pour revenir sur ce qui nous concerne aujourd'hui, Malik, on a entendu dans le reportage que les forces armées des deux États sont sur le qui-vive. Quelles conséquences aura un tel conflit pour les pays concernés, éventuellement même pour la sous-région ? Ça peut avoir de graves conséquences. Rappelons-nous qu'il y a eu une déstabilisation régionale par le passé qui a touché la Somalie parce que l'Érythrée avait supporté un des partis qui était interdit en Éthiopie et ça avait créé une instabilité sous-régionale. Donc le risque est grand. Je pense que la relation n'a jamais été apaisée depuis l'indépendance. Quelle solution finalement? La solution, c'est, je pense, qu'on redéploie. Je pense, la seule solution, c'est ça, redéployer les troupes de l'ONU ou alors d'une mission africaine parce que vous savez très bien que dès lors qu'il y a eu les accords d'Alger, il y a eu à un moment donné justement un semblant de paix et puis quelques années après, chacun des deux pays ont décidé soit de retirer l'armée, soit de revendiquer je dirais des localités frontalières. Donc il y a toujours eu ce problème-là. Donc il faudrait mettre en place une force qui soit neutre, une force qui permette aux populations de vivre tranquillement parce que ce conflit, et comme on le sait, pendant 30 ans, a fait des dizaines de milliers de victimes et c'est déplorable. Merci Malik. Dans l'actualité également au Gabon, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, affûtent d'ores et déjà leurs armes pour la présidentielle du 27 août 2016. Objectif, convaincre le maximum d'électeurs. C'est un sujet d'Idolette Mirabel-Bissou. Sauf imprévu, la prochaine élection présidentielle aura lieu le 27 août 2016 au Gabon. Ce scrutin focalise déjà les esprits des différents acteurs politiques. Au sein des partis d'opposition comme dans les rangs du parti au pouvoir, toutes les stratégies sont bonnes pour attirer l'attention de l'électorat.
Des candidats de l'opposition posent le problème de la démocratie et de son alternance au pouvoir comme gage du développement. La démocratie postule l'alternance au pouvoir. Depuis 1990, nous n'avons pas eu d'alternance. Nous avons eu le pouvoir, disons le parti unique de l'époque, qui est resté au pouvoir malgré l'avènement de la démocratie pluraliste. Et la situation aujourd'hui, malheureusement, est plus catastrophique que celle dont nous avions hérité en 2009. Le parti d'opposition ADER est membre fondateur de l'Union sacrée pour la patrie USP, un groupement des partis et personnalités politiques de l'opposition, ainsi que certains acteurs de la société civile. Ce bloc de l'opposition reste pessimiste sur la filiation du président actuel, même si le Parti démocratique gabonais a le contrôle de l'appareil de l'État. C'est une élection présidentielle qui a ouvert la guerre des arguments et du positionnement. Ils vivent dans un pays chimère, rêvé, qu'ils n'ont pas construit. Nous, on vit dans un pays que nous construisons doucement, patiemment, difficilement, mais nous le construisons. Des privés se sont installés parce qu'ils ont fait confiance. Les structures hôtelières construites depuis 2009 par des privés parce qu'ils ont fait confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un climat des affaires que nous avons réussi à installer et qui permet d'attirer des investisseurs. Donc ne pas vouloir l'accepter, ce n'est pas du tout être réaliste et objectif. Le climat politique reste surchauffé entre les différents acteurs au Gabon. Les stratégies se précisent dans chaque bord politique. Au sein de l'opposition, des blocs se forment désormais. D'un côté, le Front uni, dont le candidat est l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. De l'autre côté, des forces pour l'alternance, mais aussi ADER, l'Alliance démocratique républicaine, qui ne s'est pas encore remise de sa division. Ces groupements de l'opposition ont le même objectif pour 2016, mais tardent toujours à unir leurs forces. Malik, quels sont les enjeux de cette présidentielle du 27 août 2016 au Gabon? Il y en a plusieurs des enjeux. Moi, je pense surtout à l'enjeu économique et à la capacité justement des candidats à essayer de faire croire, enfin, du moins à susciter l'espoir que le Gabon peut diversifier son économie. L'enjeu, la thématique est là aussi, elle est très importante. Il y a aussi une thématique politique qui est l'alternance. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon va connaître une alternance véritable? Bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une opposition qui est aussi diverse et qui est représentée, il faut le dire, par des poids lourds, mais des poids lourds qui ne sont pas tout jeunes. Ça aussi, c'est un problème pour les candidats de l'opposition. Donc, il faut essayer d'être crédible auprès de cette population et d'avoir ce soutien-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, notamment l'enjeu économique, parce qu'on sait que le Gabon souffre justement des chocs externes et notamment de la baisse des prix du pétrole qui a un peu affecté son économie. Et c'est d'ailleurs ce contexte-là, un peu délicat, que l'opposition essaie justement d'analyser et de pointer du doigt, justement, et de dire finalement cette présidence d'Ali Bongo n'a pas été véritablement positive. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Je laisse libre aux Gabonais d'en juger. Alors, Alfred, beaucoup espéraient une candidature unique de l'opposition. Ça n'a pas été le cas. Une opposition en ordre dispersé a-t-elle véritablement ses chances? C'est une véritable question, Graziella. On peut reposer la question autrement. Qu'est-ce que le fait d'avoir un seul candidat aurait pu apporter, par exemple, au niveau de l'opposition? On pourrait imaginer effectivement que ça aurait pu permettre justement de mettre en place une dynamique. De l'autre côté aussi, on pourrait imaginer que le fait justement qu'il y ait un seul candidat en face de Bongo, ça lui permettrait assez facilement justement de rassembler autour de lui et puis de défaire justement ce candidat-là, parce que cette opposition n'arrive pas à se rassembler. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'ego de la part de tous ces candidats de l'opposition, où chacun se voit justement président à la place de tous les autres. En oubliant un fait que justement le PDG a une longueur d'avance par rapport à tous ces partis de l'opposition, puisque le PDG détient tous les moyens publics depuis de longues années, et puis il y a cette habitude qui est là. Et puis il y a le bilan qui est là, peu importe ce qu'il est aujourd'hui, mais enfin,
Bongo peut exciper d'un certain nombre de succès et de réussites, mais jouer aussi sur ces divisions justement de l'opposition pour dire, vous voyez comment ils sont, moi je suis là le candidat de notre parti, mais c'est le parti historique et donc effectivement vous nous connaissez, vous ne savez pas ce qu'eux ils sont capables de faire s'ils arrivaient aux affaires, donc faites-moi confiance. Au fond, c'est ça qui explique que Bongo finalement il a toutes ses chances, hein, malgré les dissensions même en interne dans son parti, mais qui sont assez mineures. Donc, comme on disait, il y a aussi cette absence de renouvellement finalement de la classe politique gabonaise, puisque tous finalement viennent du même moule au fond. Hein, et puis ils viennent presque du même parti pour la plupart d'entre eux. Donc, qu'est-ce que ça changerait justement qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient de ce parti, mais qui s'est rangé dans l'opposition, point d'interrogation. Monsieur Lalo, quel regard portez-vous sur le climat politique au Gabon? Moi, c'est un regard assez sceptique sur la qualité de la campagne électorale. Je voulais dire que tous les candidats, pratiquement, se sont focalisés actuellement, maintenant, sur la prétendue nationalité d'Ali Bongo. Est-ce que ça peut faire un thème de campagne? Et pratiquement, quand vous entendez Jean-Ping, quand vous entendez Baobam, effectivement, donc, ces candidats-là ne tirent que sur cette corde-là. Et c'est vrai, la dispersion, effectivement, donc, des candidatures, pour des problèmes d'ego, effectivement, je rejoins cette analyse-là, fait que Ali Bongo ne peut que gagner. Et quand on sait que la règle électorale, la loi électorale, c'est une élection à un tour. Une élection à un tour. Donc, Ali Bongo peut facilement, donc, avec les dispersions de voix, tirer le marron du feu. Voilà. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas beaucoup de suspense. Hein. Même si en 2009, on avait dit que Bongo était troisième. Malik, très rapidement, vous partagez ce sentiment? Je partage, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que finalement, Ali Bongo ne fait pas figure justement de cette personne qui est restée longtemps au pouvoir, vieillissant. Au contraire, c'est l'opposition qui est affublée de cet adjectif-là. Vous avez des personnalités qui ont aujourd'hui, au sein de l'opposition, 65 ans, 70 ans, et qui ne font pas figure de rajeunissement de la vie politique, même si Ali Bongo, lui, est là depuis un certain nombre d'années. Merci Malik. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.